Salut, c'est Athénos, on se retrouve, je sais, je devais faire une vidéo depuis longtemps, mais là vous n'allez pas être déçus, car je me suis déplacé jusqu'à Paris pour aller voir une Mambo vaudou. Oui, ah ça vous l'attendez, c'est là, vous posez beaucoup de questions, hein. C'est quoi le vaudou, etc. Est-ce que c'est des petites poupées? Est-ce que c'est des sacrificateurs de chèvres qui boivent du rhum? Vous allez tout savoir, on va en parler sans tabou. On retrouve tout de suite Meryl, mon invité d'aujourd'hui. Alors, bonjour Meryl, qui j'enrouillais? Okay. Moi, ok. Bien, je te réponds en français, mais c'est Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui pour cette vidéo qui va parler du vaudou, mais le vaudou dans un contexte actuel et moderne. Car on a l'habitude d'en parler dans un contexte historique. Tu as fait d'ailleurs pour la Semaine des Magies, si je me trompe pas, une excellente vidéo et qui a été bien appréciée, je crois, par la communauté, une certaine partie de la communauté vaudouisante qui l'ont vu. Et c'était très important d'en parler donc du passé quand on veut aborder quelque chose, je pense. Mais est-ce que tu pourrais déjà, pour les gens qui nous regardent, te présenter, nous parler un peu de ton parcours en général? Donc, je m'appelle Meryl, donc maman Grand-Bois Racine, qui est mon nom en tant que vaudouisante. Hein. J'ai 33 ans, je suis anciennement reporter de guerre, c'est comme ça que j'ai connu Haïti. Je me suis intéressée d'abord au vaudou par pure curiosité intellectuelle et culturelle et on va dire curiosité anthropologique en quelque sorte. Enfin, vraiment avec des yeux de blanche européenne, et j'ai été invitée à une première cérémonie où je te disais que j'étais vraiment arrivée en tant que touriste, et 9 ans après me voilà Mambo. D'accord. Après un parcours, on va dire, long d'apprentissage, parfois difficile. Cela dit, je pense que voilà, ce qui a été une curiosité s'est transformé en réel chemin spirituel et de dévotion. Donc tu disais que c'était un long parcours, ça veut dire que ça fait combien d'années à peu près, si on peut un peu en parler de ton parcours, tout ce long parcours, tout ce chemin que tu as parcouru, ça t'a combien d'années, tu peux dire à peu près 8 ans. 8 ans à peu près. 8 ans, un peu plus, on va dire, avec la curiosité, ça m'a piqué ma curiosité quand même un peu, mais oui, je dirais 7-8 ans, bien 8 ans. Est-ce que c'est dur en tant que blanche, parce qu'on va jouer carte sur table, hein, parce que les gens, quand on parle du vaudou, je pense qu'ils s'attendent automatiquement à une haïtienne qui va en parler, ou d'autres cultures, mais rarement une blanche. Donc justement, est-ce que c'est dur en tant que blanche de pouvoir se faire admettre, je dirais, dans une communauté vaudouisante et qu'on puisse être accueilli, accepté, etc. Alors le vaudou est avant tout une religion qui est ouverte à toutes et tous, quelle que soit la couleur de peau, l'orientation sexuelle, l'orientation de genre. Nous sommes une religion qui accueille tout le monde dans la mesure où les personnes sont respectueuses de l'héritage du vaudou, qui est un héritage de l'histoire noire africaine, qui est l'histoire de l'esclavage, qui est une histoire avec beaucoup de souffrance. Et donc c'est quelque chose que nous, en tant que personnes blanches, on doit aborder avec énormément de pudeur et de respect. Mais je pense que dans la mesure où on a une démarche sincère, même simplement curieuse, mais sincère, on peut tout à fait être accueilli dans une communauté vaudouisante, sans problème. Parce que justement, un des grosses choses qui reviennent depuis, je dirais, 1 an ou 2 alors qu'on parle sur Facebook, sur YouTube, etc., c'est vraiment l'appropriation culturelle. Et on en voit un peu à toutes les sauces. Malheureusement, je pense que c'est mal compris dans le sens où on dit que, je prends un petit exemple, j'ai vu dernièrement quelqu'un qui vendait une statuette égyptienne, il y a quelqu'un qui, à son grand drame, a dit non, il n'y a que les Égyptiens qui puissent acheter ça, et on peut retrouver ça dans toutes les cultures, bien entendu. Souvent, c'est les blancs qui râlent, hein, par chez nous en Europe, qui s'imaginent de parler au nom des autres. Est-ce que tu peux comprendre cette peur de l'appropriation culturelle, justement, parce que je pense que ça a donné un frein à beaucoup de vouloir s'intéresser à une religion qui est honnête, une religion qui est vraiment qui est sincère dans sa démarche et qui a tout son historique, son passif. Et du coup, peut-être que certains blancs, ou même d'autres communautés, hein, ça peut être hispanique, etc., mais c'est comme des blancs, ont peur
d'être accusé justement de cette appropriation culturelle. Ça, c'est la différence entre appropriation culturelle et, j'ai envie de dire, appréciation culturelle. L'appropriation culturelle, effectivement, c'est quand on prend quelque chose, qu'on met en dehors de son contexte parce qu'on se dit, bah non, moi j'ai le droit de. Voilà, c'est une démarche totalement colonialiste, on est d'accord. Et c'est vrai que moi je suis d'accord, par exemple, avec certaines personnes qui disent que les fétiches, je sais pas, du Bénin, doivent retourner au Bénin. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'ils n'ont rien à faire dans nos musées, ils ont été clairement volés pendant la période colonialiste, et on le sait, si on est un tant soit peu sensible aux énergies, on voit bien qu'ils ne sont pas très contents d'être là. Donc, pour moi, effectivement, ça, on est clairement dans l'appropriation culturelle. Et même maintenant, je veux dire, on voit effectivement du vaudou à toutes les sauces, du bébé imprimé sur des trucs, des machins. Alors que si on s'intéressait un tant soit peu à ce qu'est le vaudou, à ce qu'est un bébé, on saurait très bien que c'est pas fait pour être imprimé sur un support ou mis sur un support et que c'est complètement autre chose. On a vu aussi des dévotions à machin, à truc, à je ne sais quelle loi, mais voilà, dans une pratique absolument autre que le vaudou. Mais on sait très bien que chez nous, les lois, ils ne descendent pas comme ça. Il y a une certaine ritualité, il y a des choses à respecter, voilà. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est choquant parce que c'est, quelque part, tu vois, c'est ma religion qu'on désacralise en quelque sorte. Je veux dire, c'est un peu comme les jeunes qui portent des t-shirts de Che Guevara, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et à côté de ça, effectivement, je pense que oui, le fait de cette fine frontière finalement entre appropriation culturelle et appréciation peut bloquer effectivement beaucoup de personnes. C'est-à-dire, je pense que j'ai envie de dire, les vaudouisants sont intelligents, en tout cas je l'espère. Hein. Et j'espère que les personnes qui sont responsables de Wonfo, de société, des lacous, etc., sont assez intelligents pour distinguer finalement la personne qui va venir en colon de la personne qui va venir avec humilité, ou même avec de la curiosité, pour voir ce qui se passe. Mais effectivement, oui, je comprends tout à fait que des personnes puissent être freinées par ça. Mais quelque part, j'ai envie de te dire, les personnes de couleur, hein, alors pas seulement les personnes noires, mais aussi des personnes hispaniques ou des communautés asiatiques, mais quelque part, quand on les voit en France ou même dans d'autres pays occidentaux, t'as souvent l'impression que ces communautés sont obligées de s'excuser d'exister. Donc je veux dire, pour une fois que ce soit les Blancs qui doivent s'excuser d'exister dans une autre communauté, bon, ça change la vie. Ça a juste retour des choses. Voilà, c'est ça. Et justement, là, si on parle, parce que tu sais que ma chaîne est quand même très versée au niveau de ce vaudou magique, donc je vais quand même passer là-dessus, dans le sens où, par exemple, dans le houdou, qu'on sait très bien, ça fait partie aussi de tout ce brassage à l'époque de l'esclavage, un gros brassage culturel de la magie européenne, amérindienne et africaine, voilà. Mais on retrouve justement encore une fois certaines mambos ou gants qui sont un peu choqués que certains blancs dans le houdou vont apprendre soit dans des orishas de la Santeria, ou du coup on voit des qui font des neuvaines au Baron Samedi, etc. Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça t'amuse? Est-ce que ça t'attriste? Ou est-ce que ça te fait peur pour ceux qui font ça? Parce qu'ils sont bien sûr persuadés qu'ils sont dans leur bon droit et que Aloha peut venir à qui vient, quoi. Voilà. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Hein. On est là pour ça. Hein. Il y a un peu de tout ça à la fois, en fait. Hein. C'est-à-dire que, alors oui, ça m'attriste, ça me désole, parce que je trouve ça dommage que finalement on réduise une culture, une religion, un culte à une image imprimée sur une bougie, si tu veux, avec une petite prière à dire, parce que on sait très bien que les cultes liés aux orishas, je sais pas, je veux dire la Réglalukumi, la Santeria, enfin tout ce que tu veux, le candomblé, le vaudou, le vaudou, ce sont des religions, des cultes, des croyances, mais c'est aussi une culture derrière. Et je trouve ça très dommage de ne pas aller gratter en fait plus loin que le vernis et découvrir cette culture qui est d'une immense richesse. Et juste faire hop, j'ai une carte de prière, un machin, tu vois, c'est un peu comme dire, pour moi c'est un peu c'est de la, je veux dire, c'est la croyance de supermarché, c'est-à-dire on prend un truc sur une étagère, ça pour la chance, ça pour la bonne fortune, ça pour l'amour, tu vois, et on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça très dommage. On sait que le voodoo est une magie d'emprunt parce qu'elle a été, c'est un système qui a emprunté à beaucoup de cultures, mais
à la base, ça a été aussi fait par des personnes qui connaissaient ces cultures et qui ont emprunté, je pense, par rapport à ce qu'elles savaient et par rapport... Et c'est vrai que tout ce qu'on voit maintenant avec les orishas, même les lois, tu vois, dans le voodoo, c'est assez récent, finalement. Moi, ça m'ennuie aussi un peu parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une personne qui va être très peu expérimentée, on samedi, il n'arrive pas comme ça, hein. C'est pas ce que tu fais, coucou, j'ai un petit peu de rhum, j'allume une bougie qui va se pointer. Mais peut-être pas. Mais aussi, sauf que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Qu'est-ce que c'est? Comment s'en protéger? Que faire? Enfin, tu vois. Et je pense, une personne qui, ça arrive même on en parlait. Je vois que pendant des cérémonies chez nous, même des touristes qui arrivent soit cheval. Qu'est-ce qui arrive exceptionnellement, imaginons, on a un cas de possession, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, pour expliquer aux gens ce que c'est que cheval, c'est de se faire posséder entre guillemets par la loi. Voilà, ouais. La personne, c'est une sorte de décorporation et c'est le loi qui prend le corps de la personne. Voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi la stupidité de certains? Parce que bon, c'est un peu le truc fun en ce moment. Je reviens avec American Horror Story où du jour au lendemain, la moitié de l'Europe se voyait avec des rêves avec Papa Legba, alors que Papa Legba, on est d'accord, ne ressemble absolument pas à un bonhomme avec un haut de forme, avec des crânes. Enfin, il ressemble plus à Samedi qu'à autre chose. Hein. On va être déçu. Voilà, en plus, si je me trompe pas, il y a plusieurs versions de Legba, jeune et vieux, selon Rabat Petro, c'est ça, voilà. Papa Legba, Legba Petcafou, il y a chaque fois, bon, il y a beaucoup de Legba. Voilà. On est d'accord que beaucoup de gens... avec les marrons. Oui. Voilà, il y a la croix, cimetière. Criminels, samedi, certains sont guédés, certains sont pétro, enfin c'est voilà. Comme être gelé aussi, tu m'expliquais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vrai que... Mais, tu vois, même ça, American Horror Story, j'avais trouvé ça intéressant quelque part. Parce que finalement, le côté magie occidentale versus Marie Laveau avec son espèce de société, en quelque sorte, qui finalement se venge, tu vois, de Madame Lalaurie et finalement des blancs et des esclavagistes, tu vois, c'était intéressant. Cela dit, c'est une version, on va dire, très édulcorée, très hollywoodienne du voodoo, comme par hasard il y a une chèvre quick, comme par hasard il mange des piments, enfin tu vois, on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Et ça c'est intéressant, je rebondis tout de suite sur ce que tu racontes, parce que la plupart des gens, je vais me faire l'avocat du diable, et j'adore ça. Et les gens s'imaginent, ils ont une vision hollywoodienne du voodoo. C'est normal, les gens, on peut pas trop leur en vouloir dans le sens où parfois les gens sont fainéants, ils n'ont pas envie d'en savoir plus, mais ils ont une idée de, les poupées voodoo, le Baron Samedi dans 007, James Bond, les sacrifices de chèvres à tout bout de champ, voilà ce qu'ils s'imaginent dans leur tête. Ils voient des hommes et des femmes danser nus, enfin, je ne sais quel fantasme nourrissent leur cerveau, mais c'est vraiment du fantasme, hein, comme tout ce quand on ne connaît pas quelque chose, on l'imagine et on extrapole. Et ça, c'est ça qui est important. C'est ça que je vais faire cette vidéo-là aussi, pour remettre un peu les choses dans un contexte plus classique et faire comprendre que voilà, c'est pas du tout ça. On n'est pas obligé de faire des sacrifices dans le vaudou. Ça existe. Ça existe, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Haïti, la plupart des Haïtiens n'ont même pas les moyens de manger du poulet, ou du cabri, ou du mouton, donc encore moins d'en sacrifier, hein, si tu veux. Donc c'est quelque chose de très exceptionnel, réservé aux grandes fêtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas perdu. Ensuite, les morceaux sont cuisinés, ils sont redistribués à la communauté. Tout est très codifié en fait. Et finalement, le vaudou, j'ai envie de dire, on a cette vision effectivement hollywoodienne, donc qui a été apportée par le cinéma, par les livres, par une vision en fait très colonialiste du vaudou, c'est-à-dire c'est mystérieux, c'est exotique, donc forcément il faut des femmes à demi nues, des sacrifices pour faire peur, tu vois, aux gens de la bonne société, ce genre de choses, quoi. Et des crânes, partout des crânes, partout des crânes, non. Mais j'ai envie de dire quelque part c'est une religion comme une autre, c'est-à-dire que avant tout c'est une dévotion, et je veux dire de la même manière que un catholique va à la messe et va mettre un cierge, un saint par exemple. Dans le vaudou, on fait exactement la même chose. D'ailleurs, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles parce qu'en Haïti, il est pas rare de croiser samedi soir des gens au Nfo et dimanche matin à la messe. Donc, tu vois. Mais c'est vrai que c'est avant tout un culte, une dévotion. Il y a des travaux magiques ou pas. Tout dépend des sociétés, tout dépend des Nfo, tout dépend des communautés.
mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, je sais que je vais décevoir beaucoup de gens. Nous sommes des gens normaux. Et nous avons une dévotion tout à fait régulière et normale, donc d'aliments, de boissons, de lumière, offrande de lumière. C'est très joyeux, hein, vaudou. C'est très joyeux. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à voir ça comme quelque chose de... Tu vois, par exemple, on le voit, tu sais, tout le monde va par un samedi, très sérieux, ça fait peur, et c'est... Enfin, non, les guédés, c'est la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux, quoi, tu vois, c'est la fête. C'est la fête. Ils sont extrêmement sexualisés, ils aiment boire, ils aiment manger, enfin, tu vois, c'est la mort joyeuse, quoi. Et dans la vie de Pétro, ils sont un peu plus graves, mais malgré tout, ça reste joyeux, ça reste... et ça reste très... ouais, c'est joyeux, festif. Et il n'y a rien de terriblement glauque ou de terriblement noir, sombre. Justement, pour les personnes quelles sont les personnes qui nous écoutent, comment peut-on se renseigner? Est-ce qu'il y a très peu, il y a énormément de livres, notamment d'anthropologues, je dirais, avec une vue d'anthropologue bien extérieure sur le vaudou, et on sait que parfois certains anthropologues ont une vision rapide des choses, mais est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un, ou personne qui nous regarde, je sais pas, de la lecture peut-être, quelle démarche pourrait-il faire? Parce qu'imagine quelqu'un que je me suis toujours intéressé au vaudou, mais je ne sais pas quoi lire, pas quoi faire, etc. Justement, déjà, commencer par lire les anthropologues. Parce que déjà, je pense que pour appréhender une culture dans son ensemble et les cultes et les croyances liées à cette culture, c'est bien d'avoir les notions historiques et culturelles qui vont avec. Donc déjà lire les anthropologues, il y a Claude Plançon qui est très très bien. On peut lire Alfred Métro, qui était blanc, mais qui a priori est apprécié par beaucoup d'Haïtiens parce que justement il n'a pas eu cette vision colonialiste. D'ailleurs il était farouchement anticolonialiste, même déjà dans les années 30-40, ce qui était très rare pour l'époque. On peut aussi se procurer certains ouvrages de Max Beauvoir, haïtien. Ouais, j'aime beaucoup Max Beauvoir. Ouais. Décédé récemment, mais qui était notre Ati. C'est-à-dire Ati, ça veut dire c'est le chef suprême du vaudou. Mais en fait, ça ne veut pas dire seulement chef suprême, ça veut dire serviteur suprême. C'est-à-dire que voilà, le vaudou, c'est ça, c'est avant tout servir. C'est avant tout une mission de service. C'est pour ça que quand vous faites pas un travail, pardon, je me suis exprimé, quand vous rendez hommage à vos lois, je crois que vous dites service loa. C'est ça, c'est un service aux lois, puisque nous sommes avant tout les serviteurs des esprits. C'est avant tout un culte de dévotion. Ça va être, on a le témoignage de telle demoiselle qui est rescapée d'une société secrète, où il viole les enfants, où il mange de la chair humaine, enfin et ça fait vraiment du mal, parce que ce sont des choses qui sont, voilà, qui se déragotent, qui se colportent. C'est les détracteurs, comme à l'époque, je dirais, quand le christianisme est arrivé, il y a un regard sur le paganisme, il en avait peur, donc il a un peu inventé la chose. Et puis sachant qu'en plus le vaudou tolère les couples de même sexe, va tolérer une certaine idée de la sexualité qui est beaucoup plus libre, tolère très bien le concubinage, ça ce sont des choses évidemment que les églises rejettent. Non, forcément, nous sommes des dépravés, des fornicateurs, alors que nos lois, eux, sont libres, enfin je veux dire sexuellement ils sont libres, certains sont androgynes, certains on peut dire sont carrément des grandes divas, c'est toute cette multiplicité de genres, d'orientation sexuelle, de couple, même de polyamour, hein, parce que, voilà, Ezélie Danto, je pense que... Elle en a des compagnons, elle doit pas s'en... Oui, ça ne la gêne pas, donc ils prennent l'humanité telle qu'elle est, sans la juger, sans l'accabler, voilà. Voilà, mais avec toujours beaucoup de respect et beaucoup de valeurs humaines qui sont aussi des valeurs morales, mais avant tout humaine, c'est-à-dire le respect de l'autre tel qu'il est, dans un couple, le respect de son ou sa partenaire, et puis surtout avec cette vision dans le vaudou qui est que c'est pas aux esprits qu'on rend des comptes. Alors si, on leur rend aussi des comptes et ça peut faire très mal, mais d'abord on rend des comptes à l'autre et à la communauté. Et ça c'est très important, c'est-à-dire on est responsable de ses actes. C'est pas on prie, on est absous et Dieu reconnaîtra les siens. Non.
Oui, c'est l'acte de la responsabilité. C'est ça qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines magies. Voilà. Où t'as voulu ça, tu auras ça, mais tu en assumes les conséquences. D'accord. Mais par contre, c'est un truc, chose qui est intéressante, parce qu'on n'en parle jamais aussi dans la plupart des livres sur le vaudou ou les émissions. Tu as dit, c'est le côté très humanitaire du vaudou. Parce que être vaudouisant, ce n'est pas que à partir un moufort et faire des cérémonies. On est d'accord? Non, à partir du moment où tu choisis en quelque sorte le sacerdoce, c'est-à-dire la mission de service auprès de ta communauté, effectivement, c'est une mission de service humain avant tout, avant même le service religieux, c'est-à-dire que la plupart des communautés d'ailleurs font ça en Haïti. Il y a aussi, on distribue des colis alimentaires, il y a des distributions de vêtements, il y a des moufos qui envoient les enfants à l'école, qui achètent les livres, les fournitures scolaires. Ça va très loin, ouais. Ça va très loin. Après le tremblement de terre là en Haïti, après 2010, ce sont les communautés vaudou finalement qui s'en sont le mieux sorties parce qu'ils ont accueilli les gens. Ils leur ont donné à manger, ils leur ont cherché du travail, ils leur ont prêté une petite chambre, le temps de se remettre sur pied et tout. Mais ils font pas à la place des gens. Ils poussent les gens, je veux dire, à être responsables d'eux-mêmes. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de dépendance finalement par rapport à la communauté. Non, personne n'est dépendant de l'autre, mais on les aide à devenir indépendants. Et c'est un service avant tout. D'accord. Voilà. Okay. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est ma simple vidéo, puisse aider les gens. On pourrait encourager les gens, parce que est-ce qu'ils s'en sont remis complètement encore de cette fameuse, voilà, parce qu'il devait avoir, si j'ai bien compris, des aides humanitaires, ça a tardé, et enfin, on va pas rentrer dans le débat là-dessus de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été caché, mais je pense qu'ils ont besoin d'aide sur certaines choses. On pourrait leur envoyer, si on a envie d'envoyer des choses pour les aider, c'est possible. Comment peut-on, comment on peut faire? C'est assez compliqué actuellement parce qu'il y a la situation du pays actuellement n'est pas vraiment viable. Hein. On n'est pas, c'est pas une guerre civile, mais on n'est pas très loin. Il y a eu beaucoup d'émeutes, il y a eu l'affaire Petro-Caraïbes, il y a eu une intervention des Nations Unies qui a été votée. Donc, on se rappelle la dernière fois que les Nations Unies étaient en Haïti, ça s'est pas très bien passé non plus. Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de se rapprocher de l'association culturelle haïtienne la plus proche de chez eux et de voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que ce sont des gens qui ont des contacts sûrs en Haïti, qui vont souvent eux-mêmes en avion et qui en général préfèrent payer un excédent de bagages ou envoyer les choses par transporteur privé ou par bateau, ce genre de choses. Et on est sûr que ça arrive en fait à nos ports. D'accord. Donc, je pense que le mieux c'est de contacter une association culturelle près de chez soi et de voir avec les gens parce que suivant aussi les régions, les besoins sont différents. Oui, totalement. Non, parce que je sais que il n'y a pas que moi, d'autres personnes seraient ravies d'aider les gens et se sentent un peu impuissants parce que si on est d'accord, on va pas faire la langue de bois. Tu donnes parfois l'argent à certaines associations humanitaires et ils n'en voient même pas la couleur. Après, est-ce que ça doit aller? De mon expérience, l'aide humanitaire et les associations d'aide humanitaire ne font pas grand-chose sur le terrain. Ouais. Voilà. Donc autant se rapprocher d'associations proches. Oui, tu as été du terrain en tant que reporter de guerre. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a une, effectivement, que j'ai toujours vue très sérieuse, qui est une association britannique, c'est Oxfam. Qui travaille très bien, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, après, je peux pas dire. Ensuite, c'est vrai que l'idéal, c'est quelque chose qui ne dépende ni de subventions d'État, ni d'un État, parce que, qui dit, État dit politique, dit intérêts économiques, gouvernementaux, etc. Donc le mieux effectivement c'est de se rapprocher d'associations de particuliers parce que eux ont des contacts en Haïti et ils vont régulièrement. D'accord, ok. Bah écoute, c'était très intéressant. Je vais te laisser bien sûr le mot de la fin pour cette interview qu'on a quand même bien présentée. On a bien survolé les choses parce que on a répondu à des choses que beaucoup de personnes se posaient la question sur la société du vaudou actuelle, sur les blancs justement comment est-ce qu'ils pourraient appréhender ça sans ce fameux pillage de culture parce que comme ça on les a un peu décomplexés. Et je pense que ouais c'était très intéressant. Bien sûr si mes abonnés me redemandent une vidéo avec toi, je serais ravi de remonter te voir à Paris dans ton petit comment on dit, on peut pas dire comment on dit dans ton salon, d'accord. Mais fallait que c'est pas un péristyle. Tout petit temple. c'est mon de membre, c'est la salle à manger. Ma fille dit c'est la salle à manger. Mais oui, c'est la salle à manger autant pour nous finalement que pour les esprits parce qu'ils vivent chez nous, ils vivent avec nous. D'accord.
Ok. Voilà. Et tu aimerais justement, à travers ton futur, j'en profite pour ce mot de la fin, pour faire mieux comprendre cette culture vaudouisante, pardon, aux Français, parce que t'habites en France, donc aux Français qui sont n'importe où de la France. Et je pense que tu invites aussi même les autres vaudouisants à te contacter si pour se faire S'ils sont connaître. d'accord, s'ils sont pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord absolument avec moi et de me le dire, bien sûr. Parce que je pense que c'est très intéressant d'échanger les idées entre nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaudou est une religion multiple. J'ai envie de dire, il y a autant de vaudou qu'il y a de vaudouisants, il y a autant de vaudou qu'il y a de oufno, il y a autant de vaudou qu'il y a de sociétés. Et justement, moi, ce que j'aimerais, et je pense que pour le mot de la fin, c'est pas mal, dire que tous autant que nous sommes, c'est-à-dire lignée à son du sud d'Haïti, lignée non à son du nord, comme moi, parce que j'ai été initiée au Gonaïve, que ce soit autre société, je sais pas, Makanda, Champouel, Drap Blanc, Grand Drap, pardon. Je les appelle toujours Drap Blanc, bref. Grand Drap, c'est les draps, c'est ça. Bizango, tous autant que nous sommes, nous sommes avant tout serviteurs des esprits. Et je pense que, comme le voulait Monsieur Max Beauvoir, autant regarder ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Oui, tout à fait. Ben écoute, merci beaucoup. Comment on dit en créole au revoir? Merci beaucoup. Merci en pile. Merci en pile. Merci beaucoup. Alors, merci en pile. Plaisir.